Yarana les amis, bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Bitcoin. Donc aujourd'hui on va se demander jusqu'où Bitcoin peut-il monter. Et donc ça y est, on commence à voir ici et là certaines personnes parler du gros seuil psychologique, inavouable, presque magique. 1 million de dollars. 1 million de dollars pour un seul Bitcoin. Même si cela peut sembler complètement fou aujourd'hui, vous allez voir que c'est bien plus probable que ce que beaucoup imaginent. Pour moi, c'est clair. Ce n'est pas une question de possibilité, mais simplement de temps. Il suffit d'attendre un peu de temps et le Bitcoin, obligatoirement, mathématiquement, arrivera au seuil de 1 million de dollars pour un Bitcoin. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est parti. Alors, une grande partie de ce qui rend l'être humain intelligent, c'est notre capacité à regarder le passé pour anticiper l'avenir, à imaginer des scénarios plausibles et à agir en conséquence. Comme lorsque, dans les pays du Nord, on voit les feuilles tomber, on sait qu'en règle générale, l'automne va arriver. On observe, on comprend, et on fait les liens et on s'adapte. C'est précisément ce que notre cerveau est conçu pour faire, et il le fait remarquablement bien depuis des milliers d'années. Grâce à lui, nous avons non seulement survécu, mais aussi réussi à dompter l'environnement dans lequel nous évoluons. Cependant, la nature n'est pas parfaite. Notre cerveau est sans aucun doute notre plus grande force. Mais il peut parfois se retourner contre nous. Donc oui, notre intelligence est sans aucun doute notre atout le plus grand, mais elle peut parfois nous jouer des tours. C'est exactement ce qui se passe avec Bitcoin. Notre intuition, nos réflexes, nous empêchent souvent de saisir pleinement la trajectoire exponentielle de l'invention de Satoshi Nakamoto. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette impasse mentale? Eh bien, en commençant par regarder Bitcoin pour ce qu'il est vraiment. L'invention de Satoshi Nakamoto n'est pas seulement une réserve de valeur ou une simple monnaie, mais un réseau, un protocole, une technologie aux dynamiques bien différentes des obligations, des actions ou d'une matière première classique. La valeur de Bitcoin repose sur une loi, redoutablement simple mais trop souvent oubliée, la loi de Metcalfe. Robert Metcalfe, qui était d'ailleurs l'un des ingénieurs à l'origine d'Ethernet, donc pour les plus jeunes d'entre nous, une technologie qui permet de connecter plusieurs ordinateurs entre eux dans un même réseau local sans serveur central. Donc ce Robert Metcalfe a démontré que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Je répète que cette phrase m'a ouvert le crâne quand je l'ai entendue pour la première fois, il y a 10 ans. La valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Alors oui, si vous n'êtes pas très matheux, ça peut sembler abstrait, je vous l'accorde. Et en réalité, ce que cela démontre, c'est que chaque nouvel utilisateur ne se contente pas d'ajouter un peu de valeur au réseau, il en décuple la puissance. Pourquoi? Parce qu'il augmente le nombre de connexions possibles entre tous les utilisateurs. À chaque fois qu'une personne rejoint le réseau, ce sont des dizaines, des centaines de nouvelles connexions potentielles qui apparaissent. Et cette croissance, justement, n'est pas linéaire, mais exponentielle. Prenez Facebook en 2007 par exemple. Quelques millions d'utilisateurs, c'est cool, très sympa, mais c'est limité. Aujourd'hui, avec près de 3 milliards d'utilisateurs, chaque nouvel entrant se connecte automatiquement à un écosystème massivement interconnecté et bénéficie alors immédiatement de la valeur ajoutée par les autres. Et c'est pareil avec le téléphone. Un seul téléphone ne sert absolument à rien. 2 permettent au moins un appel, mais 10 rendent 45 connexions possibles. Et c'est ça la clé. Plus il y a d'utilisateurs de téléphone, plus le réseau devient utile à chacun. Alors, même si le concept semble intuitivement cohérent, il présente quand même des limites. C'est plus une théorie empirique qu'une loi à proprement parler. Donc on peut émettre quelques réserves tout à fait légitimes à la véracité et à la précision de la formule dont on a parlé tout à l'heure. Mais malgré ces réserves, il est indéniable que la loi de Metcalfe met en lumière un point essentiel,
La valeur d'un réseau n'évolue pas de manière linéaire. Plus les connexions grandissent, plus l'intérêt du système est important, et donc mécaniquement sa valeur aussi. Mais il est important de nuancer cette dynamique en tenant compte de la diversité de la qualité des connexions, des effets de saturation, etc., etc. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Car Bitcoin suit exactement la même logique. Et Bitcoin suit la loi de Metcalfe. Encore une fois, il faut à tout prix comprendre que Bitcoin, ce n'est pas simplement un actif, comme une action Tesla ou un bon du trésor. C'est aussi et peut-être avant tout un réseau. Et comme tout réseau, sa valeur vient en grande partie du nombre de ses participants. Et quand je parle de participants, je parle de vous, de moi, des particuliers, des investisseurs, des développeurs, mais aussi des entreprises, des fonds, des banques et même des États comme le Salvador, le Bhoutan et les États-Unis qui rejoignent l'aventure. Et c'est cet ensemble qui donne de la valeur à Bitcoin. Plus il y a d'utilisateurs, plus l'utilité du réseau augmente et plus le réseau devient utile, plus la demande directe de Bitcoin croît. Cela crée une boucle de rétroaction positive extrêmement puissante. Ensuite, il faut savoir que l'adoption des grandes innovations technologiques ne suit quasiment jamais, voire jamais une ligne droite, mais une trajectoire, une courbe en S. On part de zéro et à terme, 100% de la population utilise la technologie. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette courbe en S est directement alimentée par un autre schéma, la courbe de diffusion des innovations, la courbe de Roger. L'idée ici est de segmenter la population selon son rapport à la nouveauté, à l'innovation. On a d'abord les innovateurs, en gros les pionniers, qui expérimentent quand tout le monde doute. Puis, on a les early adopters, les curieux. Ensuite, c'est au tour de la majorité précoce, puis de la majorité tardive, ceux qui ne sont pas encore enclins au risque, mais qui finissent par suivre. Et enfin, les retardataires, qui n'adoptent une technologie que lorsqu'elle est devenue inévitable. Tous ces profils s'accumulent au fil du temps, et c'est cette accumulation progressive qui donne naissance à la fameuse courbe en S. Au début, l'innovation est lente, étrange et surtout trop risquée. Puis arrive le point d'inflexion, là où la technologie devient plus utile, gagne en crédibilité et en accessibilité, suffisamment pour attirer et accueillir une masse critique. Et là, l'effet boule de neige est lancé. Le bouche à oreille, les infrastructures, les applications, tout s'accélère. Et puis ensuite, on arrive à la phase de maturité. La technologie en question est partout. Il n'y a plus de débat, c'est devenu la norme. Et on se demande même comment les gens pouvaient vivre sans dans le passé. Le processus d'adoption finit alors par ralentir, non pas par échec, mais parce que tout ou presque a été conquis. Cette fameuse courbe en S, vous pouvez l'appliquer à l'électricité, Internet et les réseaux sociaux, le smartphone, bref, toutes les grandes révolutions technologiques ont suivi le même schéma. Et aujourd'hui, c'est autour du Bitcoin. En 2025, ça y est, Bitcoin n'est plus un jouet pour libertariens. C'est une infrastructure monétaire globale. Les États l'adoptent, la finance l'adopte, les travers, les ETF, et de même que des millions de particuliers d'entreprises. Et vous vous demandez peut-être où on en est justement sur cette courbe. Selon moi, je dirais on est quelque part entre le début de l'adoption et de la majorité précoce, un peu comme Internet au début des années 2000. On est en train de passer à l'adoption en masse. Les choses vont s'accélérer par ralentir. On est justement au point d'inflexion dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que nous montre l'histoire. Les technologies reposent sur l'effet de réseau. Le plus gros de l'adoption arrive toujours après le point d'inflexion. Maintenant que vous voyez où on se situe dans cette courbe d'adoption, il faut aller encore un peu plus loin. Et c'est là qu'en règle générale, tout se complique pour notre cerveau. Car aussi développé soit-il, ce dernier reste câblé pour penser, réfléchir en ligne droite. Voici un petit exemple très parlant de notre incapacité à raisonner en exponentiel. Imaginez une simple feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus banal. On la plie en deux, puis encore en deux, etc., etc. La question est combien de fois faut-il la plier sur elle-même pour atteindre la Lune? Je vous laisse quelques secondes.
La réponse est 42. Il faut plier la feuille 42 fois sur elle-même et son épaisseur atteindra la Lune. Pliez seulement quelques fois de plus et elle atteindra le Soleil à plus de 100 millions de kilomètres de la Terre. Ça paraît complètement fou, mais allez-y, faites le calcul, vérifiez par vous-même. C'est le piège de l'exponentielle. Au début, tout semble anodin, lent, inoffensif. Mais très très vite, la croissance s'emballe. Les chiffres deviennent complètement absurdes. Ils échappent à notre intuition et avant même que l'on réalise ce qui se passe, la courbe a déjà explosé. Et tout ce que je vous raconte, ça se vérifie avec des exemples concrets et factuels. Le coût de séquençage de l'ADN humain, par exemple, est passé de près de 100 millions de dollars à 1000 dollars en moins de 20 ans. 100 000 fois moins cher, 100 fois plus rapide que la loi de Moore. C'est précisément ce genre d'exponentiel que notre cerveau a du mal à concevoir. Notre cerveau humain n'est pas conçu pour raisonner de cette manière. C'est comme ça. On ne respire pas sous l'eau, on ne peut pas voler comme un oiseau et on a du mal avec l'exponentiel. Notre cerveau n'est tout simplement pas préparé à ça. C'est pour cette raison très probablement que Bitcoin continue de surprendre, voire de déranger. L'invention de Satoshi Nakamoto est un actif fondamentalement connecté à des tendances exponentielles. Dans un monde globalement linéaire, quand Bitcoin a franchi les 100 dollars, c'était déjà un exploit, surtout pour ceux qui l'avaient vu à quelques centimes. Mais pour la majorité, l'idée qu'il puisse un jour atteindre 10 000 dollars, on entendait déjà c'est trop tard. C'est une arnaque, ça ne tiendra jamais. Puis Bitcoin a atteint les 10 000 dollars, et là encore rebelote. Impossible qu'il aille plus haut. Voir Bitcoin atteindre les 100 000 dollars n'était qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et selon moi, la logique du million de dollars suivra le même chemin. D'abord un rêve, puis une évidence. Si on regarde les choses telles qu'elles sont finalement, ce ne sont pas les chiffres qui sont fous. Ce sont simplement nos repères qui sont dépassés. Ces biais cognitifs, on les retrouve partout. Dans les médias, sur les plateaux télé, mais aussi chez des personnes que l'on connaît directement. Notre famille, nos amis. Donc, au risque de me répéter, Bitcoin n'est pas simplement une monnaie. C'est un protocole, une infrastructure, un socle technologique. Ce que beaucoup pensent être une relique figée est en réalité un organisme vivant, constamment amélioré. Chaque avancée ouvre la porte à de nouveaux usages et derrière ces usages, de nouveaux utilisateurs. Cette idée peut déranger parce qu'elle casse un mythe. Selon moi, celui d'un Bitcoin figé, incapable d'innover. Mais c'est un biais. C'est l'incapacité à avoir un objet ou un concept en dehors de son usage habituel, son usage actuel. Alors oui, c'est lent et compliqué de toucher au protocole Bitcoin. Mais beaucoup voient Bitcoin comme une simple monnaie numérique, si je puis dire, alors qu'en réalité c'est bien plus que ça, selon moi. C'est une infrastructure de confiance dans le cyberspace. Et très souvent dans l'histoire des technologies, les applications viennent bien après l'infrastructure. Prenez Internet par exemple. Dans les années 90, on posait les câbles, on inventait les protocoles, mais personne n'imaginait encore Netflix, YouTube, Google, Twitter. Et aujourd'hui, les chats GPT, Llama ou Grok, on construisait les autoroutes de l'information sans savoir quelle voiture allait rouler dessus. Peut-être tout à fait honnêtement avec vous, il y a 5 ans, je ne comprenais pas pourquoi Bitcoin n'était pas déjà à 100 000 dollars. Tellement ça semblait évident. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne comprends pas pourquoi il n'est déjà pas à plusieurs millions. Pourquoi ce déni? Probablement à cause d'un autre biais, celui du statu quo. Ce biais est tendance psychologique qui nous pousse à préférer que les choses restent telles qu'elles sont, même lorsque le changement pourrait apporter des avantages significatifs. Ce biais repose sur l'idée que l'inconnu est souvent perçu comme plus risqué ou inconfortable, que la situation actuelle, même si cette dernière est imparfaite, en d'autres termes, nous avons naturellement tendance à nous accrocher aux repères familiers plutôt que de nous aventurer dans l'inconnu. Et ce biais qui nous fait penser que même si les choses fonctionnent à peu près aujourd'hui, eh bien, elles continueront de fonctionner demain. On préfère maintenir un équilibre imparfait plutôt que de prendre le risque de tout bouleverser.
Dans le contexte de Bitcoin, ce biais amène de nombreux investisseurs à croire que l'actuel système monétaire traditionnel restera toujours dominant, malgré les signaux croissants d'un changement profond. Même face aux signes avant-coureurs d'une révolution financière, beaucoup préfèrent rester dans leur zone de confort plutôt que d'adopter un nouvel actif, comme Bitcoin. Je ne vais pas vous refaire tout le discours de l'instabilité monétaire, on va en parler dans une autre vidéo. Les banques centrales impriment à nouveau à tour de bras. Les économistes sont sous perfusion. Les dettes publiques explosent. Bref, vous connaissez la chanson. Parallèlement, un autre glissement s'opère depuis plusieurs décennies. Des puissances comme la Chine, la Russie ou le Brésil cherchent à s'affranchir de l'hégémonie du dollar. C'est d'ailleurs une grande partie pour cela que les États-Unis s'intéressent de près aux stablecoins. Mais là encore, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Tous ces éléments rendent Bitcoin particulièrement utile et légitime et indiquent clairement que l'adoption de masse est en cours. Même si on a l'impression que ça n'avance pas ou lentement, ceux qui connaissent l'histoire des grandes révolutions le savent. Rien d'important, rien de massif ne s'impose du jour au lendemain. L'électricité a mis des décennies avant d'éclairer les foyers. Internet fut pendant des dizaines d'années l'affaire d'une poignée de passionnés. Et le téléphone mobile était un luxe. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Bitcoin suit selon moi exactement le même schéma. Une adoption qui peut sembler lente, compliquée, et puis un jour, on se demandera comment on faisait avant. Mais pour comprendre où va Bitcoin, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Ce qu'il remet en cause, ce qu'il propose. Parce que Bitcoin, ce n'est pas une mode, c'est une réponse à des dérives monétaires, économiques et sociales que l'histoire a déjà connues. Alors, le Bitcoin, c'est une monnaie ou plutôt ce que l'on appelle une crypto-monnaie. C'est-à-dire, c'est une monnaie où il n'y a pas de pièces ou de billets. Aujourd'hui, on a tout un tas de monnaies en circulation. L'euro, le dollar, le yen, la couronne, bref, il y en a beaucoup. Ces monnaies qu'on utilise tous les jours, elles sont liées à des États, des gouvernements, des banques centrales, chargées de créer cette monnaie, de vérifier les transactions, etc. Mais les bitcoins et toutes les autres crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui ne sont pas gérées par des États ou des banques. Elles sont indépendantes. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas gérées par des États ou des banques qu'elles ne sont pas régulées. Ce qui permet la régulation du bitcoin et des autres crypto-monnaies, c'est ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une technologie extrêmement prometteuse et quasiment tous les experts sont d'accord pour dire qu'elle va profondément bouleverser notre économie encore davantage que l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi la blockchain est-elle aussi révolutionnaire et que fait-elle pour le Bitcoin? Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, on l'a dit, il y a un intermédiaire, votre banque par exemple, qui va vérifier la transaction, vérifier si vous avez de l'argent, etc., etc. La blockchain, c'est un registre qui note toutes les transactions. Ce registre est disponible publiquement. Pourquoi l'appelle-t-on blockchain? Eh bien, parce qu'il faut se représenter schématiquement, il est composé de blocs et de chaînes. Sur les blocs, on inscrit au fil du temps les nouveaux échanges et les nouvelles données sur le Bitcoin. Le système est fait de telle façon qu'il est impossible d'effectuer une fausse transaction. Chaque transaction ou changement est vérifié par la blockchain, avec une méthode qu'on verra juste après. Il ne peut donc pas y avoir de fausses opérations. Par exemple, vous ne pouvez pas payer quelqu'un en Bitcoin si vous n'avez pas de Bitcoin, parce que tout l'historique depuis le début de Bitcoin est écrit et la blockchain certifie donc le fait que vous avez ou non du Bitcoin. Tout le monde peut donc voir les transactions de Bitcoin réalisées, même les plus petites, grâce à ce registre de la blockchain. Cela dit, personne ne sait qui détient quel portefeuille. C'est pour cette raison que les gens ont tendance à dire qu'on parle d'un réseau transparent et anonyme. Transparent parce que toutes les transactions sont visibles, mais aussi anonyme parce qu'on ne sait pas qui a fait quelle transaction. Pour résumer, dites-vous donc que la blockchain, c'est un grand registre, accessible par tous et mis à jour régulièrement, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a aucune fausse transaction ou opération, le tout sans avoir besoin d'une banque ou de gouvernement. Alors, comment pouvez-vous obtenir des bitcoins? On distingue en général trois grandes façons d'obtenir des bitcoins. La première façon, sans aucun doute, et la plus courante, c'est d'échanger son argent
en euros par exemple, contre du Bitcoin. Un peu comme si vous échangez des euros contre des dollars. Dans un bureau de change, aujourd'hui, la valeur du Bitcoin a tout simplement explosé. Depuis janvier 2013, un Bitcoin valait environ 10 euros. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut entre 110 000 et 120 000 euros. Cela dit, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Vous pouvez acheter une fraction de Bitcoin. 0,1 Bitcoin par exemple. La seconde façon de gagner des Bitcoins est d'être rémunéré en Bitcoin plutôt qu'en devise. Certes, ce n'est pas la façon la plus développée, mais aujourd'hui le Bitcoin est utilisé comme un moyen de paiement dans certains secteurs, en échange de biens ou de services. Mais la troisième façon d'obtenir des Bitcoins, c'est peut-être la plus difficile à comprendre, mais sans aucun doute la plus intéressante. C'est que l'on peut miner du Bitcoin actuellement. « 0,1 Bitcoin, ce petit morceau de monnaie numérique, peut te placer dans le top 3 des plus riches du monde. Et pourquoi le moment d'agir, c'est maintenant. Il n'y a pas si longtemps que ça, les États-Unis eux-mêmes disaient que Bitcoin était un scam. Donc on avance les amis. Bref, comme toujours, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est une mise en perspective parce qu'on vit un moment où la rareté rencontre enfin l'adoption. Déjà, parlons d'un paradoxe. 21 millions, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Pas 21 millions et demi, pas un de plus. À moins que Satoshi soit bien foutu de notre gueule et qu'il réapparaisse un jour. Je rigole à chaque fois, mais honnêtement, j'ai 0,01% de mon cerveau qui ne met pas du tout cette éventualité de côté. Car encore une fois, tout est possible dans la vie. Mais si tout se passe bien, cette limite qui est inscrite dans le code, c'est la colonne vertébrale du système et c'est elle qui change absolument tout. Si tu divises ces 21 millions par les 8 milliards d'humains sur Terre, ça fait 210 millions de personnes maximum qui peuvent détenir 0,1 Bitcoin. En théorie. Mais en pratique, c'est beaucoup plus serré. Parce que le jeu est déjà truqué. Les États-Unis et les institutions sont en train de verrouiller les parts du gâteau. Luxembourg vient d'investir 1% de son fonds souverain, soit 9 millions de dollars dans des ETF Bitcoin régulés. Et ce pays ne représente qu'un échantillon de la vague à venir. Pendant ce temps, BlackRock, via son ETF HBIT, détient environ 7300 bitcoins. MicroStrategy, dont je vous ai parlé récemment en vidéo, l'entreprise de Michael Saylor en possède plus de 6300. Rien qu'à eux deux, c'est près de 7% de l'offre totale. Imagine donc une partie de Monopoly, où la moitié du plateau serait déjà acheté par les banques et les États. Et toi, tu arrives avec 200 € pour tenter de poser une maison. C'est littéralement ce qui se passe sur Bitcoin. Le commun des mortels pense encore qu'il est trop tôt. Mais les acteurs institutionnels, eux, savent qu'il est presque trop tard. Chaque Bitcoin acheté aujourd'hui par un fonds souverain, c'est des millions de retailers qui ne pourront plus jamais l'obtenir. Et c'est là que le paradoxe devient fascinant. Plus Bitcoin monte, plus il se raréfie. Et plus il se raréfie, et plus il devient inaccessible à ceux qui attendent. Les 21 millions, c'est la règle du jeu. Mais le jeu, lui, il est déjà bien amorcé. Les institutions sont à table, les États s'assoient à côté et le retail arrive pour les miettes. Honnêtement, plus le temps passe et plus je vois ce qu'il se passe autour de nous. Comment le monde bouge. Et plus je me dis que posséder le maximum de Satoshi est la meilleure idée qu'on puisse avoir. Et justement, certaines personnes vont vous dire, mais attends, pourquoi ne pas investir simplement 10 000 $ dans un ETF du S&P 500? C'est la phrase classique. 8% par an, rendement garanti, historique tranquille. Sauf que ce calcul, il oublie un truc essentiel, le monde réel. Ton argent travaille à 8%, mais tout autour de toi, les prix explosent à 10, 12, 15%. Ton rendement n'existe plus, il s'est fait avaler par l'inflation. Ton argent croît sur ton compte, mais fondant dans ta main. Je regarde une vidéo tout à l'heure d'une mamie qui disait qu'à l'époque, 1 million de dollars assurait ta survie jusqu'à la fin de tes jours. Aujourd'hui, ça te permet à peine de t'acheter quelques mètres carrés en centre-ville. Regarde ton quotidien. Le café que tu payais 4 $ avant le Covid, aujourd'hui, il coûte 8. Ton loyer augmente. Ton panier de courses, il grimpe aussi. Et pendant ce temps-là, la BCE, elles impriment. La Fed, elles impriment à mort.
Donc ton 8% annuel, c'est un pansement sur une hémorragie. Le dollar, l'euro, le yen, le peso, le CFA, le dirham, peu importe la couleur du billet, tous subissent la même maladie, la dilution. Plus on imprime, moins ça vaut. C'est mécanique et c'est là que Bitcoin fait figure d'anomalie. Bitcoin ne suit pas l'inflation, il la dépasse. Là où les monnaies fiduciaires dégonflent, comme des ballons de baudruche, Bitcoin reste une constante, gravitationnelle, dans un univers monétaire en expansion. Et surtout là où les monnaies peuvent être modifiées, patchées, ajustées selon les besoins politiques, Bitcoin, lui, ne change jamais ses règles. Pas de conseil d'administration, pas de ministre pour décider de l'offre, pas de surprise à 3 heures du matin. Mais Bitcoin, c'est une constitution monétaire prévisible, transparente, immuable. C'est cette stabilité radicale qui attire aujourd'hui des BlackRock, des Fidelity et même des États comme le Luxembourg. Maintenant, imagine un sablier géant. Chaque grain de sable qui tombe, c'est un Bitcoin nouvellement créé. Mais tous les 4 ans, quelqu'un vient rétrécir ce sablier. Moins de sable passe, moins de Bitcoin naît. C'est ça le halving. En 2012, les mineurs recevaient 50 Bitcoins par bloc. Bon, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui les ont gardés, mais imaginez recevoir 50 bitcoins quand vous miniez un bloc. Et aujourd'hui, depuis avril 2024, on est passé à 3,125 bitcoins. Et ça va encore diminuer dans 4 ans. Enfin, dans 3 ans maintenant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus à créer. C'est pas un bug, c'est le plan. Le halving, c'est la respiration du marché. Tous les 4 ans, il coupe la perfusion, crée une crise d'offres et chaque fois, le prix finit par exploser dans les mois qui suivent. Sauf que cette fois, c'est vrai, on vous le répète tous les jours, le décor est différent. Il y a 10 ans, c'était les geeks. Aujourd'hui, ce sont les États, les fonds, les banques. Et pendant que tout ce beau monde s'installe à la table, les indicateurs techniques montrent un truc jamais vu. Un resserrement extrême des bandes de Bollinger. C'est la weekly chart. C'est comme une cocotte minute. La pression monte, le couvercle vibre. Quand ça va péter, ça ne va pas faire semblant. Et selon les données historiques, comme je vous le disais en intro, il reste moins de 100 jours avant la prochaine explosion de volatilité. Personne ne sait quand ça partira vers le haut ou vers le bas. Mais une chose est sûre, l'énergie stockée, le halving, c'est la mèche. Le squeeze, c'est la poudre. Et le marché, c'est la main qui tremble juste avant d'allumer. Mais du coup, maintenant, je dois te dire, comment est-ce que je fais pour atteindre ce 0,1 Bitcoin? Parce que bien sûr, j'ai conscience qu'au prix d'aujourd'hui, c'est une somme que tout le monde ne peut pas se permettre d'atteindre. Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais dans mon cas personnel. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu as juste besoin d'être régulier. C'est ça la beauté du Bitcoin. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de discipline. Le piège du marché, c'est d'attendre le bon moment, mais devine quoi? Ceux qui attendent, le bon moment ne rentre jamais. Pendant qu'ils scrutent les graphiques, d'autres avancent lentement. 20 $ par semaine, 50 $ par mois, c'est le principe du DCA. Le fameux dollar cost averaging. Et si aujourd'hui je suis en profit et que j'ai déjà retiré ce profit sur ce cycle, c'est grâce à ça. Achète un peu tout le temps, sans émotion. Tu n'essaies pas de battre le marché. Tu épouses le marché. Tu avances avec lui, tu absorbes les cycles et un jour tu te réveilles avec 0,1 Bitcoin dans ton wallet. Soit 100 millions de Satoshi. 100 millions de fragments de la monnaie la plus rare de l'histoire. Aujourd'hui, ça vaut environ 12 000 $. Mais dans 10 ans, quand un seul Satoshi vaudra 1 $, c'est 0,1 Bitcoin représentant environ 10 millions de dollars. Pas parce que Bitcoin aurait explosé, mais parce qu'il aura fait ce qu'il devait faire. Protéger la valeur pendant que tout le reste s'effondre. C'est pas un fantasme. Peut-être pas dans 10 ans, mais c'est un scénario logique. Chaque cycle, les sceptiques se moquent. Les traders jouent à la roulette et les patients, ceux qui accumulent, sortent vainqueurs. On vit à une époque où les gens dépensent sans réfléchir. 10 € pour un Uber, 15 € pour un cocktail, 20 € pour un abonnement inutile. Mais peu sont prêts à investir le même montant dans leur liberté future. Et c'est ça le test. Chaque achat inutile est une petite fuite d'avenir. Chaque achat de Satoshi une brique de souveraineté. Parce qu'à mon avis, le vrai luxe demain sera de se dire « j'en ai accumulé quand tout le monde doutait ». C'est pas juste un actif, c'est un ticket d'entrée
dans le futur. Un futur où les États eux-mêmes s'exposent à Bitcoin pour ne pas rester sur le banc de touche. Un futur où la volatilité n'est pas une menace, mais un passage obligé vers la souveraineté financière. Le club des 0,1%, c'est pas un club de traders. C'est une poignée de gens qui ont compris avant les autres, ceux qui n'attendent pas la validation des médias, ni la bénédiction des banques. Ceux qui empilent les satoshi comme d'autres empilent les excuses. Là, c'est la partie mindset de la vidéo. Ne cherche pas à être riche demain, mais à être libre. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu possèdes du Bitcoin? Est-ce que tu fais peut-être déjà partie de ce club? Ou sinon, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas de Bitcoin? Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je peux encore vous dire que 0,1 Bitcoin, c'est vraiment le début de la liberté financière. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée et bonne semaine et bonne soirée à vous.